Cette vidéo a pour objectif de présenter le premier chapitre du programme d'éducation civique, premier chapitre consacré à la République et aux citoyens. La France est une république, et dans une république vivent des citoyens, c'est-à-dire des habitants qui disposent des droits dont nous allons voir le contenu dans cette petite vidéo. La République a mis du temps à s'installer en France. La première République est ainsi apparue à l'époque de la Révolution française, en 1792. Mais celle-ci n'a duré réellement que 7 ans, puisqu'ensuite Napoléon Ier s'est emparé du pouvoir. La Deuxième République naît en 1848, mais celle-ci est encore plus courte que la précédente, puisqu'elle ne dure que 4 ans, puisque Napoléon III, par un coup d'État, met fin à celle-ci en 1852. La Troisième République sera une des plus longues. Elle débute en 1875 et se terminera en 1940, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1945, la France vit en république, de manière ininterrompue. Une quatrième république de 1945 à 1958, et enfin, à partir de 1958, la cinquième république dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Au fur et à mesure des républiques, les droits des citoyens se sont peu à peu élargis, mais il a fallu du temps pour cela. Tout d'abord, le suffrage, c'est-à-dire le vote, n'est réservé qu'aux plus riches. On appelle cela le suffrage censitaire. Il faut attendre 1848 pour que le suffrage devienne universel, mais uniquement masculin. En 1848, ainsi, tous les hommes ont le droit de vote. Il faut ensuite attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En 1944, ainsi le suffrage devient réellement universel, puisque hommes et femmes de plus de 21 ans disposent du droit de s'exprimer lors des élections. La dernière évolution du droit de vote eut lieu en 1974, quand l'âge de la majorité passa de 21 ans à 18 ans. Depuis 1974, l'ouverture du droit de vote n'a pas changé. Ainsi, les hommes et femmes de plus de 18 ans disposent du droit de s'exprimer lors des élections. Le vote se déroule toujours à bulletin secret, c'est-à-dire que l'électeur se rend dans l'isoloir et insère, à l'abri des regards, le bulletin correspondant au candidat de son choix dans l'enveloppe. Ainsi, personne ne sait pour qui a voté tel ou tel électeur. Ensuite, l'électeur est libre de dire publiquement, s'il le souhaite, pour qui il a voté, mais cela est absolument de son choix. Après s'être rendu dans l'isoloir, l'électeur insère son enveloppe dans l'urne, une urne transparente, afin de bien pouvoir voir l'évolution du nombre de bulletins et le fait de voir qu'il n'y a pas de tricherie, et les représentants de la mairie disent « à voter ». L'électeur ensuite signe le registre, fait vérifier sa carte d'électeur, et son vote peut être comptabilisé. Être citoyen implique des droits et des devoirs. C'est-à-dire que tout habitant qui vit en France, homme ou femme de plus de 18 ans, possède toute une série de droits. Ainsi, il a le droit de voter, de s'exprimer lors des élections. Il a le droit de circuler, comme il le souhaite sur le territoire français. Il a le droit de propriété, c'est-à-dire de posséder ce qu'il veut. Il a le droit de disposer de son corps comme il le souhaite, de s'exprimer, de se réunir. Il a la liberté de culte, c'est-à-dire qu'il peut pratiquer la religion qu'il souhaite, et il a le droit au travail, personne ne peut être privé du travail. Mais être citoyen, c'est aussi avoir des devoirs. Et un citoyen a le devoir de respecter la loi, il a le devoir fiscal, c'est-à-dire le devoir de payer des impôts, il a le devoir de solidarité, c'est-à-dire par des prélèvements sur sa fiche de paye de contribuer à la sécurité sociale, par exemple. Il a le devoir de défense, c'est-à-dire de participer à la journée de préparation à la défense quand il a 17-18 ans, et ensuite, éventuellement, en cas de guerre, de défendre son pays. Il a le devoir de respecter l'environnement, et aussi le devoir de respecter les droits des autres. Ainsi, ce schéma présente de façon plus détaillée l'ensemble des droits et des devoirs du citoyen. Ainsi, les devoirs se répartissent en devoirs obligatoires, par exemple être juré dans un tribunal, lorsque l'on est tiré au sort sur les listes électorales pour aller donner son jugement lors d'une affaire de justice, faire sa journée d'appel et de préparation à la défense, payer des impôts, respecter la loi et aller à l'école de 6 à 16 ans.
Là sont les devoirs obligatoires du citoyen. Ensuite, il y a des devoirs non obligatoires. Un devoir civique, qui est le devoir d'aller voter. En France, il n'est pas obligatoire d'aller voter, mais c'est vu comme un devoir, étant donné que des milliers de personnes se sont battues et sont mortes pour avoir le droit de s'exprimer. Enfin, des devoirs de respect des autres, de politesse, de savoir-vivre, de fraternité, de solidarité, de connaître son pays et de le défendre font partie des devoirs non obligatoires. Le citoyen dispose aussi de droits sociaux, c'est-à-dire de droits qui lui sont donnés dans le cadre de son travail ou de sa vie quotidienne, ainsi le droit aux soins, le droit au logement, le droit à un salaire minimum, le droit de faire grève, de manifester. Aussi des droits civils, le droit de se marier, de divorcer, d'avoir accès à la propriété, d'avoir la religion de son choix. Et également des droits civiques ou droits politiques, comme les droits de voter, de se faire élire. Mais depuis peu, le citoyen français dispose aussi de la citoyenneté européenne. La France faisant partie de l'Union européenne, le citoyen français est également un citoyen européen. Il dispose ainsi de droits, comme le droit de circuler librement au sein de l'Union européenne, mais également le droit de vote aux élections européennes et municipales. Ainsi, un Français qui va vivre en Allemagne aura le droit de vote en Allemagne aux élections européennes et municipales. Également, un citoyen européen a le droit de se présenter aux élections européennes, par exemple. Les principes de la citoyenneté européenne sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et du citoyen. Et cette Union européenne, qui a créé la citoyenneté européenne, est apparue en 1992 à l'occasion du traité de Maastricht. Nous sommes donc dans la Ve République. Cette Ve République française est apparue en 1958 sous le pouvoir du général de Gaulle, dont nous reparlerons plus tard dans le programme d'histoire. La Constitution de 1958 fixe le fonctionnement du pays, c'est-à-dire que ce texte, la Constitution, est en quelque sorte le mode d'emploi du pays. Il explique comment fonctionne politiquement et socialement le pays. Il crée ainsi des principes. On dit ainsi que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, et que tous sont égaux devant la loi, quelle que soit l'origine, la race, la religion. Tout le monde a l'égalité devant la loi. La loi est la même pour tous. Et le principe de cette République française est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que la République française est une démocratie où le peuple exerce le pouvoir par les élections. Faisons un petit zoom sur les principes de cette République. On dit que la République française est une république démocratique, c'est-à-dire que le peuple exerce le pouvoir lors des élections par exemple. On appelle cela la souveraineté nationale, c'est-à-dire que la nation est souveraine, le peuple est souverain, le peuple a donc le pouvoir. Les élections sont toujours ouvertes à tous, le suffrage est universel, égal et secret. Un vote d'un habitant comme tout le monde vaut la même chose que le vote d'un ministre par exemple. On dit que la France est une république une et indivisible, c'est-à-dire que sur le territoire français, les lois sont les mêmes pour tous. La langue française est utilisée partout. On dit également que la République est une république laïque, c'est-à-dire que depuis 1905, chacun est libre d'exercer la religion qu'il souhaite. Mais la République n'a aucune religion officielle. Ainsi, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire que le gouvernement ne paye pas les prêtres, ne participe pas à la construction d'églises ou de mosquées. Les religions sont libres de s'exercer, mais le gouvernement ne participe pas et ne subventionne pas les religions. La laïcité est un principe donc apparu en 1905 et qui fait par exemple que dans les institutions françaises, les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, eh bien il ne faut pas montrer sa religion. Ainsi, des élèves ou des professeurs ne peuvent venir au collège avec un voile musulman, une croix catholique, une kippa juive. La religion s'arrête là dans les lieux officiels de la République. Enfin, dernier principe, on dit que la République est sociale, c'est-à-dire que le peuple garantit l'accès à la santé, la sécurité, au repos et au loisir des habitants, et que la solidarité est quelque chose de très important. Ainsi, par les impôts,
Les Français permettent le développement d'institutions telles que la sécurité sociale qui permet l'accès aux soins à tous. Par les impôts, les Français participent à l'école pour tous, une école gratuite et où toute personne reçoit la même éducation. Donc les 4 principes principaux de la France sont la démocratie, l'indivisibilité, la laïcité et le côté social. Tout cela est réuni dans la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Au cours des siècles, la République s'est dotée de symboles qui permettent de reconnaître la République en France et à travers le monde. Ainsi, la fête nationale, le 14 juillet, est un des symboles de la République. On commémore à cette occasion à la fois la prise de la Bastille, du 14 juillet 1789, lors de la Révolution, c'est-à-dire le premier acte de révolte du peuple contre le roi, mais on commémore également la fête du 14 juillet 1790, qui était la première fête citoyenne de tous les Français autour de la Nouvelle-France après la monarchie absolue. Aujourd'hui, le 14 juillet est un jour férié, un jour de fête, au cours duquel se déroulent des bals, des feux d'artifice, des événements en tout genre, et durant lequel a lieu le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Autre symbole de la République, l'hymne national, la Marseillaise. Il s'agit d'un chant qui représente le pays et auquel tout le monde peut s'identifier. La Marseillaise est ainsi chantée aujourd'hui, par exemple, lors des commémorations des jours fériés ou, ce que vous voyez plus souvent, au début des compétitions sportives, des matchs de football ou lors de la remise de médailles à des Français aux Jeux Olympiques par exemple. La Marseillaise est un chant qui a été créé en 1792, à l'époque de la Révolution française, par un homme qui s'appelait Rouget de Lisle. Cet homme, au départ, a créé ce chant, qu'il a appelé « chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Il s'agissait d'un chant pour donner du courage aux soldats qui allaient combattre pour défendre la France contre les monarchies européennes qui voulaient remettre la monarchie absolue en France. Ce chant a été beaucoup chanté par les soldats venus de Marseille, et ainsi, il est devenu la Marseillaise. Un personnage représente la France. On dit que c'est l'allégorie de la France, le symbole, le personnage qui va représenter l'ensemble des principes et des idées de la France à travers le monde et en France. Cette allégorie est Marianne. Marianne est ainsi le personnage qui représente les femmes qui se sont battues au cours de l'histoire pour la liberté. Et ce personnage est aujourd'hui présent sur les timbres, sur les pièces. Son buste, c'est-à-dire une sculpture représentant les épaules et le visage de Marianne, est présent dans tous les tribunaux, les écoles, les mairies. Marianne est ainsi un personnage qui est toujours coiffé du bonnet phrygien. Ce bonnet représente le combat pour la liberté. Voici un buste de Marianne tel qu'on peut le trouver dans les mairies. Ici, Marianne est drapée des couleurs bleu, blanc, rouge, qui sont les couleurs du drapeau français. Drapeau français qui est apparu en 1789. À l'époque, le blanc symbolise le roi et le rouge et le bleu symbolisent Paris, le peuple parisien qui s'est révolté contre le roi. À ces symboles officiels viennent s'ajouter des symboles non officiels, mais qui sont largement répandus, comme par exemple le coq. C'est le coq gaulois. En fait, cela vient de l'Antiquité, puisque en latin, le mot gaulois se rapprochait largement du mot coq. Ainsi est venue l'image du coq comme symbole de ce peuple gaulois. Le coq est ainsi l'image de la combativité, d'un peuple qui ne se laisse pas faire. C'est pour ça qu'il est choisi aujourd'hui et largement répandu dans le domaine sportif, sur les maillots ou les écussons des maillots des équipes nationales. On dit que ces symboles de la France sont des points de repère républicains, c'est-à-dire qu'ils permettent à chacun de se rappeler qu'il vit dans une république, c'est-à-dire dans un système où le peuple a le pouvoir, a le moyen de s'exprimer, de choisir ses dirigeants pour une durée limitée et où existent des libertés. Cette République française s'est dotée de ces symboles qui pour la plupart datent de la Révolution française. En effet, c'est lors de la Révolution française qu'est apparue la première République. Et ainsi, qu'il s'agisse du drapeau bleu-blanc-rouge, de la fête nationale, de Marianne, de l'hymne national, tous ces symboles sont apparus entre 1789 et 1799.
et sont peu à peu devenus, au fil des siècles, des symboles patriotiques, des symboles d'amour du pays. Mais la France est aussi une démocratie. La démocratie est le principe selon lequel fonctionne le pays. Nous sommes une république démocratique. Démocratie est un système qui est apparu au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. La démocratie est ainsi un système où le peuple détient la souveraineté, c'est-à-dire il détient le pouvoir. Démocratie vient ainsi du grec démos, qui signifie le peuple, et kratos, qui signifie la puissance. Donc la puissance au peuple. C'est un système dans lequel le peuple est souverain, a le pouvoir, et il s'exprime notamment lors des votes, des élections. Une démocratie se reconnaît à 5 principes fondamentaux que nous allons détailler. Il faut ces 5 principes pour qu'un système politique soit réellement une démocratie. Tout d'abord, dans une démocratie, la population dispose de liberté. Dispose de liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de propriété. Les premières libertés, qu'on appelle libertés fondamentales, ont été développées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toujours la Révolution française. Et aujourd'hui, ces libertés sont rappelées dans les lois, mais également dans la Constitution, le texte qui fixe le fonctionnement du pays. Une démocratie se reconnaît au fait que les 3 pouvoirs sont séparés. C'est-à-dire qu'un seul homme ne peut disposer des 3 pouvoirs qui forment le pouvoir d'un pays. Un seul homme, comme à l'époque de la monarchie absolue, ne peut pas tout faire. Dans une démocratie, les pouvoirs doivent être partagés entre différentes personnes ou différentes institutions. Ainsi, le pouvoir judiciaire en France va être réservé aux juges, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois, va être réservé au Parlement, aux députés et aux sénateurs, et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire appliquer les lois et de faire respecter les lois dans le pays, est réservé au gouvernement et au président. Ainsi, en France, nous sommes dans une démocratie, car personne ne possède les 3 pouvoirs. Quand on est dans un système où une seule personne dispose des 3 pouvoirs, on vit alors dans une dictature. Dans une démocratie, on dit qu'il existe la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le pouvoir, la souveraineté, appartient à la nation, c'est-à-dire au peuple. Donc le peuple est roi, le peuple a le pouvoir et il exerce ce pouvoir lors des élections. Dans une démocratie, existe le multipartisme, c'est-à-dire que le citoyen a le choix entre de nombreux partis politiques et de nombreux candidats différents. Il a ainsi le choix de pouvoir examiner les idées qui lui conviennent le mieux et de voter pour les personnes en qui il se reconnaît. Un système où il n'y a qu'un seul parti lors des élections, où on n'a pas le choix, est une dictature. En France, au contraire, on se retrouve lors des élections présidentielles avec souvent plus de 10 candidats différents, dans lesquels le citoyen peut se reconnaître. Enfin, dernier aspect d'une démocratie, la majorité, la règle de la majorité. Les lois sont votées à la majorité, c'est-à-dire qu'il faut plus de 50% des votes pour qu'une loi soit validée. Il est impossible de valider une loi avec moins de 50% des voix. De la même manière, le président de la République, par exemple, est élu s'il obtient plus de 50% des voix. Cela signifie que dans une démocratie, il ne faut pas avoir l'unanimité, il ne faut pas avoir 100% des voix, mais il faut au moins que plus d'une personne sur 2 ait choisi un représentant ou soit d'accord avec une loi pour que celui-ci soit élu ou que cette loi soit adoptée. Ainsi, si nous récapitulons, la démocratie se base autour de 5 éléments. La garantie de liberté fondamentale, la séparation des 3 pouvoirs,
le fait que le peuple a le pouvoir, ce qu'on appelle la souveraineté nationale, le multipartisme, c'est-à-dire que l'électeur a le choix entre de nombreux candidats et de nombreux partis politiques, et enfin, l'assurance que la majorité est respectée et qu'une loi ou un candidat n'est élu que s'il obtient plus de 50% des voix. S'il manque un seul de ces éléments, la démocratie peut être en danger et on peut basculer dans une dictature. Afin de faire le lien avec le chapitre sur l'URSS de Staline ou sur le système nazi, nous pouvons comparer ici dans ce tableau l'opposition entre une démocratie d'un côté et un régime totalitaire de l'autre. Ainsi, dans une démocratie, les droits et les libertés sont respectés. Dans un régime totalitaire, les libertés essentielles sont supprimées et la censure et la propagande sont exercées par le dictateur. Dans une démocratie, les trois pouvoirs sont séparés, tandis que dans un régime totalitaire, les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne, le dictateur. Dans une démocratie, le peuple gouverne, il détient la souveraineté nationale qu'il exerce lors des élections. Dans un régime totalitaire, le peuple est soumis à un dictateur, et bien souvent il n'y a plus d'élections, ou ces élections sont truquées. Dans une démocratie, existe le multipartisme. Chacun peut voter pour différents partis politiques, et on est libre de créer son propre parti politique. Dans un régime totalitaire, au contraire, il n'existe plus qu'un seul parti. Le parti communiste dans l'URSS, par exemple, ou le parti nazi dans l'Allemagne nazie. Enfin, dans une démocratie, la majorité gouverne, tandis que dans un régime totalitaire, c'est la minorité, un petit nombre de personnes qui va imposer sa loi en utilisant la force, en utilisant la contrainte et la répression.